Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver toujours en direct du Maroc, ici à Marrakech, au cœur de notre plateau Happy TV, où nous continuons à explorer notamment les programmes EID, eGov et les actions, notamment le rôle des différents acteurs engagés sur l'ensemble du continent africain. Je vous propose qu'on évoque à présent comment notamment l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo œuvre pour lutter contre la fracture numérique à travers différentes initiatives. Et pour faire le point, mieux comprendre ce qui est mis aujourd'hui en place donc au Congo, j'ai l'immense plaisir d'accueillir monsieur Albert Kabeya. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes donc consultant conseiller de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications au Congo. Alors, je le disais, effectivement, une mission particulière qui est dédiée à l'autorité de régulation pour réduire cette fracture numérique. Quel est ce rôle? Quelles sont les missions que vous conduisez aujourd'hui? Alors, pour me présenter un peu plus en détail, en fait, je suis du Congo démocratique, donc le Grand Congo, parce qu'il y a deux Congos, donc quand on parle Congo, il peut y avoir confusion. Donc je suis le Grand Congo, donc voilà, je suis du Grand Congo. Alors, donc l'autorité de régulation de télécommunications a trois missions majeures. La première mission, c'est de faire respecter en fait les lois et les règlements et les conventions, donc de veiller au respect des lois. Ça, c'est très important. La deuxième mission, c'est veiller effectivement à la protection en fait des investissements privés qui sont faits sur le territoire et au règlement en fonction, et aussi dans le même ordre d'idée veiller dans le cadre d'une démarche entre guillemets loyale et ouverte en termes de concurrence aux avantages ou aux droits des consommateurs. Donc c'est très important. Parce qu'il ne faut pas non plus que les consommateurs se retrouvent dans des situations qui soient des situations compliquées. Alors, troisième, c'est effectivement de pouvoir sanctionner, de faire le rôle de police et de sanctionner ceux qui ne respectent pas les lois, les règlements, les conventions en vigueur, de manière à pouvoir mettre de l'ordre et s'assurer effectivement que l'écosystème fonctionne tel qu'on l'on souhaite et pour le développement du secteur, et faire en sorte effectivement qu'on puisse aboutir à l'inclusion telle que vous êtes en train d'en parler. Quelles sont justement les politiques publiques aujourd'hui qui sont mises en œuvre pour favoriser ce développement à la fois durable mais aussi inclusif et sûr du numérique au cœur de la RDC? Alors, l'inclusion en fait passe par des différents programmes, mais je vais parler du fonds de développement du service universel, mais je vais parler en deuxième position plutôt. Mais je vais plutôt commencer avec la régulation elle-même. Parce que la régulation elle-même, vous régulez les prix, vous régulez la qualité de service, vous régulez, entre guillemets, la couverture, vous régulez pas mal, en fait, d'éléments qui font que l'inclusion elle-même est déjà dans cette régulation. Je donne pour preuve que j'appartiens à un pays qui a quand même des tarifs télécoms quand même les plus bas au niveau du continent, vraiment bas. Donc ça fait partie de l'inclusion, parce qu'effectivement, ces tarifs-là correspondent effectivement au niveau de vie des populations. C'est ce qui permet de rendre accessible le service à une majorité de la population, voire la quasi-totalité de la population. Exactement. Et donc les tarifs sont régulés. Donc les télécoms en RDC font partie effectivement des 4 secteurs régulés en termes de prix. Alors la régulation se fait au niveau des prix planchers, bien sûr, il y a un prix minimum. Et ce prix minimum, forcément, c'est le prix qui est en fait la mercuriale qui permet aux opérateurs de pouvoir jouer la concurrence là-dessus. Et quand on doit aller au-dessus, forcément, on amène plus de services à la population. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà très important. Deuxième aspect, c'est en fait veiller à la couverture. Aujourd'hui, on a un certain nombre de villages, on a des milliers de villages qui ne sont pas encore couverts, ou des groupements de villages. Et donc, très généralement, quand vous laissez les opérateurs, ils se concentrent dans les centres urbains et laissent les villages. Donc, c'est de pouvoir, effectivement, à travers maintenant le deuxième point que je soulève, donc le fonds de développement du service universel, pouvoir maintenant essayer de les accompagner dans ces zones pour qu'il y ait plus d'inclusivité. Et donc, dans ce fonds, il y a une loi donc, en 2020 qui a été effectivement mise en place. On n'avait pas de loi avant. Et normalement, sachez qu'il y a 3% du chiffre d'affaires des opérateurs qui, normalement, est affecté à ce fonds. Malheureusement,
par le passé, ces 3% n'étaient pas affectés à ce fonds. Donc on est en train de se battre aujourd'hui pour que les 3% soient réellement affectés à ce fonds. Et on a eu gain de cause au niveau de la loi pour créer une agence ou alors une organisation qui va gérer ce fonds et qui va exécuter la politique que le régulateur aura le plaisir, avec effectivement le ministère des Postes et Télécommunications, le plaisir de mettre en place pour pouvoir aller vers plus d'inclusion. Donc c'est un fonds qui aujourd'hui a normalement à plus de 40 millions de dollars. Donc avec 40 millions de dollars, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, donc il y a la premier élément, c'est l'incitation. Deuxième élément, c'est de faire exécuter notre programme. Et tout en tenant compte qu'effectivement, on aura des KPI qui sont des KPI en fait, de population couverte, d'inclusivité, ainsi de suite. Quelles sont les actions aujourd'hui que vous mettez en œuvre au titre de cette inclusion pour réduire cette fracture numérique? Vous l'avez dit, il y a effectivement les infrastructures nécessaires, couvrir l'ensemble du territoire, notamment les zones rurales reculées qui ont pour l'instant pas forcément toujours accès. Il y a aussi la question de la formation de la population, la sensibilisation, l'information. C'est un point qui est central. Point central, effectivement. On a un pays continent de plus de 100 millions d'habitants, donc vous pouvez imaginer un peu les défis. Et on a un pays qui est malheureusement sous tension régulièrement. Donc c'est parfois très très difficile. Et les priorités sont les priorités de protection de la population d'abord. Donc nous on vient en second. Mais toujours est-il qu'il y a des actions qui ont été faites. Bon, les actions qu'on est en train d'entreprendre aujourd'hui, c'est plutôt donner accès en fait à l'Internet. Ça, c'est très important. Et donc, le régulateur, aujourd'hui, est en train de travailler avec les universités pour effectivement donner un accès gratuit aux universitaires sur la connexion. Et je peux vous dire qu'on a plus de 50 millions de jeunes. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, c'est très, très important. On a voulu travailler d'abord sur la population qui est scolarisée. Et on a commencé par la population qui est scolarisée parce que quand on est à 120 millions, allez, entre 110 et 120 millions de population et qu'on a 50 millions de jeunes, je pense que quand on s'attaque à la jeunesse, on prépare le futur. Et c'est ce qu'on a commencé à faire avec les universités qui ont réellement besoin de connexion et pour descendre en plus après sur en fait, le K12, en fait, l'école secondaire et l'école primaire et donner plus de connexion parce que ce sont ces personnes-là qui sont à même, enfin ces jeunes-là qui sont à même de pouvoir, qui ont une appétence très forte sur le digital. Et puis ce que vous dites aussi, c'est par effet rebond, et on le voit dans un certain nombre de pays, c'est que souvent ces jeunes accompagnent leurs aînés, leur transmettent, les informent, les sensibilisent, leur permettent de mieux utiliser ces outils. Et on voit que cette connexion intergénérationnelle fonctionne aussi très bien. Et donc là, vous pouvez irriguer l'ensemble de la population. Exactement, on a 30 millions de personnes, 30 millions de jeunes qui sont donc primaires, secondaires, à peu près 30 millions, donc primaires, secondaires et universitaires. On a à peu près une cinquantaine d'établissements universitaires qui sont les établissements vraiment principaux sur lesquels on a un target. Mais maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir qu'on puisse donner en fait une connexion entre guillemets à zéro rate, donc $0 pour la connexion, de manière à ce qu'effectivement qu'on pousse ces universitaires-là à se connecter et puis qu'on ait des programmes qui sont des programmes incitatifs au niveau des écoles pour qu'il y ait une connexion gratuite. Et par ailleurs, ce qu'on a fait sur la RDC, c'est de pouvoir en fait créer carrément un opérateur spécifique pour cette population et avec une licence pratiquement gratuite. Cet opérateur qui aujourd'hui s'appelle Ebalé, qu'on va réveiller parce qu'effectivement derrière il y a eu pas mal de difficultés pour cet opérateur. On va essayer de faire en sorte que cet opérateur se réveille et réellement puisse jouer son plein rôle au niveau de cette population qui est une population énorme. Et une population avec beaucoup de talent, et on va les retrouver évidemment dans le cœur de l'innovation, puisque ça c'est aussi très important d'avoir des entreprises, des startups qui sont soutenues, qui sont accompagnées pour fédérer en fait cet écosystème économique qui va porter la puissance de ces projets qui sont mis en place par l'ensemble des autorités sur la RDC. Comment est-ce que vous accompagnez ces programmes, ces startups? Alors, il y a deux niveaux. Alors, les startups, on peut les accompagner à la sortie d'une université, parce que très généralement, les universitaires qui terminent ont toujours des bonnes idées pour commencer leur startup et commencer leur nouvelle vie. Et les startups, on peut les accompagner par les jeunes entrepreneurs qui sont déjà dans le secteur privé et qui veulent effectivement investir ou créer effectivement de nouvelles startups dans l'économie digitale. Alors, pour le moment, on n'a pas encore la couverture sur les deux
les deux pôles. On a commencé sur le premier pôle. Le premier pôle, c'est de s'intéresser au monde universitaire. Parce que le monde universitaire, c'est vraiment le terreau sur lequel vous trouvez l'ensemble des personnes qui ont de nouvelles idées et qui veulent mettre en place de nouvelles activités. En gros, donc, le régulateur a commencé par protéger les infrastructures digitaux qui appartiennent en fait au monde universitaire, genre comment dirais-je, les IP qui sont dédiés aux universités, les infrastructures numériques qui sont dédiées aux universités de manière au niveau des infrastructures. On travaille essentiellement avec on souhaite d'ailleurs et on continue à le faire parce qu'on finance leur connexion. C'est le centre documentation universitaire. Donc les centres de documentation universitaire a une connexion aujourd'hui et des Flash 27 qui sont financés par la RPTC. Bah, ça, c'est effectivement pour maintenir en fait un terreau et permettre effectivement à ce que en second lieu, les startups qui naissent dans cet écosystème puissent avoir déjà de la ressource. Okay, mais ce n'est pas suffisant. Et on a un travail énorme parce que d'un autre côté, on se recentre plus sur les activités entre guillemets universitaires, tandis que les privés sont eux en train d'aller sur les activités privées. Et donc, en fait, on a aujourd'hui des hubs. Sur Kinshasa, on a aujourd'hui 2 ou 3 gros hubs qui naissent aujourd'hui sur les startups que nous encourageons d'une certaine manière et qui fait que la partie privée est prise par les privés qui ont un intérêt et ils mettent des hubs avec des incubateurs et nous, on s'intéresse plus en fait à la partie publique avec les universités pour pouvoir mettre en place une infrastructure, un terreau de base sur lequel tout le monde peut avoir accès et de manière vraiment moins cher. Et une coopération évidemment amenée à s'intensifier entre ces deux pôles. Exactement. Pour effectivement avoir cette démarche à la fois collaborative et collective. Qui est absolument essentielle pour adresser ces sujets. Un dernier mot peut-être, on l'a compris, beaucoup d'ambition, des défis à relever mais beaucoup d'opportunités. Quels vont être les grands focus de l'année 2025 ? Alors il y a plusieurs focus dans l'année 2025. Vous savez, le premier focus, je pense que pour l'année 2025, ce qu'on est en train de faire, c'est réorganiser en fait les licences, parce qu'on a des licences qui sont plutôt parcellisées par rapport aux technologies. Donc on est en train, il y a une loi qui a été faite et on est en train effectivement de réorganiser les licences de manière à ce que la convergence télécom, et informatique soit pris en compte dans notre manière d'agir auprès de nos opérateurs. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est effectivement ouvrir le régulateur sur des nouveaux aspects, tels que la cybersécurité, tels que la gestion des fintech. C'est très important, la gestion des fintech à notre niveau, parce qu'on a deux régulateurs. Donc on a la Banque centrale qui est le régulateur financier et le régulateur télécom qui s'occupe aussi des fintech sur la partie technique. Tandis que la Banque centrale est sur la partie, en fait, ce qu'il y a dans le tuyau. Donc vous comprenez, donc on est obligé de faire de la corrégulation. Donc ça, c'est vraiment un pilier essentiel. Alors, le pilier suivant, c'est vraiment s'attaquer, et c'est lié au point précédent, c'est de s'attaquer effectivement à la corrégulation. La corrégulation devient très importante parce qu'on est obligé de travailler main dans la main avec la Banque centrale, qui est un régulateur au niveau du secteur financier, et on est obligé de travailler aussi, peut-être dans le futur, en tout cas, avec les assurances. Donc, très important. Alors, il faut comprendre que nous sommes un pays à 90% orienté sur les télécoms, le GSM. Donc, en d'autres termes, l'écosystème tourne autour de la connexion GSM. Donc, quand vous touchez effectivement tous les partenaires qui sont connectés sur la partie GSM, vous touchez pratiquement 90% ou 95% du marché. Okay, même les banques sont connectées en API avec les GSM. Donc, vous comprenez. Donc, travailler autour de cette connectivité, de la sécuriser et de donner en fait les incentives nécessaires pour développer en fait le numérique en maîtrisant l'écosystème, c'est réellement un challenge énorme. Et c'est pour ça qu'on s'est lancé dans la cybersécurité et c'est pour ça effectivement qu'on s'est lancé dans la coopération entre les différents régulateurs pour qu'on puisse avoir quelque chose qui tienne la route. Albert Kabeya, merci beaucoup d'avoir été notre invité sur ce plateau. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous invite à rester connectés. On poursuit nos échanges et notamment autour du quantique. Je vous retrouve tout de suite dans quelques instants sur Rapid TV. Restez avec nous.